Bonjour et bienvenue dans Balado. L'épisode d'aujourd'hui existe à cause d'une coupure électrique et de Hydro-Québec. Non, ils ne sont pas commanditaires de cet épisode, c'est plutôt Québec Océan qui rend ça possible. En 2025, pendant la réunion scientifique annuelle de Québec Océan à Rivière-du-Loup, le programme avançait bien, il restait 2 conférences pour terminer la journée, celle de David Pelletier et la mienne. On s'installe, les gens écoutent, les diapositives sont prêtes et là, pouf, plus de courant. On se fait annoncer que les travaux électriques les obligent à nous faire évacuer la salle. Fin de la réunion, nos 2 présentations n'ont jamais eu lieu. Alors, quelques mois plus tard, on s'est dit qu'il fallait réparer cette injustice scientifique. Et au lieu de refaire 2 conférences comme si de rien n'était, on a choisi de faire quelque chose de plus intéressant, en discuter ensemble. Cet épisode a donc été enregistré devant public à l'UQAR en décembre 2025 et on l'a ajouté comme extra à une série fort fascinante qui existe déjà sur Balado, 5 épisodes qui célèbrent le 20e anniversaire de Québec Océan, le groupe interinstitutionnel de recherches océanographiques du Québec. Les épisodes parlent déjà de l'évolution de nos océans via les histoires des chercheurs qui y consacrent leur vie. Alors, un de plus, pourquoi pas? Cette fois, on va vous parler de ce qui nous a menés vers la mer, des projets qui nous occupent aujourd'hui, David avec les oiseaux marins, moi avec les baleines, et de ces espèces qu'on appelle parfois les sentinelles de l'océan, parce qu'elles nous révèlent beaucoup sur l'état des écosystèmes marins. Bref, 2 chercheurs, 2 groupes d'animaux très différents et beaucoup d'histoires de terrain. Bonne écoute! Enfin, on se retrouve. Là, faut déjà, bienvenue dans Balado, cet épisode spécial-là qu'on a décidé d'enregistrer. Merci à Québec Océan d'avoir eu l'audace d'organiser ça. Puis toute l'équipe technique ici qui a rendu ça possible, c'est vraiment très, très cool. Très professionnel. Oui, on se croirait dans un podcast qu'on ne nommera pas, mais il y a la petite table, il manque les drinks. C'est ça. On va être sobre. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, faut le dire, là, c'est parce que, bon, il faut raconter notre anecdote de Rivière-du-Loup de l'année passée. Ben, c'est ça, on était à la rencontre scientifique annuelle de Québec Océan 2025. On s'apprêtait, on avait eu une belle séance de présentation. Ouais. On était les 2 derniers. Pas longtemps avant, panne d'électricité. Donc, panne de courant, ce qui a fait qu'au final, on n'a pas pu présenter. Il y avait vraiment plus rien qui fonctionnait dans l'hôtel. Donc, évacuation de la salle. Donc, c'était un gros branle-bas de combat. Puis, on nous a proposé, dans le fond, de reprendre ça de manière différente. Puis, c'est pour ça qu'on arrive avec un balado aujourd'hui pour parler de nos projets, faire un petit retour là-dessus. Puis, c'est le fun parce qu'il y a des avancées aussi. Oui. Avec ce qu'on voulait présenter à ce moment-là, là, on est allé un peu plus loin parce que, entre autres, on a publié ce qu'on voulait présenter à ce moment-là. C'est au moins, on voit que la vie avance. La vie avance, puis c'est une petite mise à jour de tout ça. Puis, ce qui est cool avec le podcast, c'est qu'on peut aller plus loin que ce qu'on avait prévu présenter dans notre 15 minutes de présentation. Puis, on s'est rendu compte à travailler là-dessus qu'on avait des sujets un peu similaires ou une approche un peu similaire, même si... Bon, tu travailles sur les oiseaux, je travaille sur les baleines, mais au final, il y a quelque chose qui se ressemble là-dedans. Puis là, ce sont des sentinelles, les sentinelles de la mer. Les sentinelles de la mer, c'est toi d'ailleurs qui as trouvé ce titre-là. Merci, David. C'est mieux que les sentinelles de l'air, oui, si on se rappelle c'est mieux. Oui. Puis, ça, c'est nous, hein? C'est nous. Fait que moi, je te connais depuis quand même assez longtemps, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours, d'où est-ce que tu viens, puis qu'est-ce que tu étais supposé faire là l'année passée à Rivière-du-Loup à Québec-Océan? Oui. Rapidement, moi, je viens d'ici, je viens de Rimouski. J'ai fait mes études ici en grande partie. J'ai eu un parcours assez en zigzag, là. J'ai fait de différentes choses, mais au début, je me destinais plus aux sciences humaines, puis à un moment donné, plus à l'enseignement secondaire, ce qui m'avait amené à toucher à différentes choses. J'ai été animateur au petit débrouillard, les débrouillards pendant plusieurs années, ce qui m'a amené vraiment à m'intéresser à tout l'aspect vulgarisation aussi de la science, puis qui me dirigeait vers l'enseignement. Mais à un moment donné, j'ai fini avec mon bac en biologie, suivi d'une maîtrise sur les canards marins que j'ai fait ici à l'UQAR avec Majella Guillemette. Mais ensuite, mon terrain, c'était au Danemark que ça se passait. On essayait de développer... c'était vraiment très beau au milieu de la mer Baltique.
Puis c'est ça. Après ça, ben j'ai été auxiliaire de recherche, auxiliaire d'enseignement ici à l'UQAR, puis j'ai commencé à enseigner au cégep. Rapidement, le dehors me manquait, le plein air, toute la notion de terrain là, de la biologie, ça me manquait beaucoup. Ça fait qu'après 2 ans d'enseignement au cégep, j'ai commencé à réappliquer sur des bourses, des subventions pour pouvoir faire de la recherche au collégial. Puis c'est ça, après, en 2011, j'ai recommencé à faire de la recherche comme chercheur collégial avec des fonds du FRQ. Puis petit à petit, j'incluais tout le temps des étudiants en sciences de la nature dans mes projets, plusieurs projets d'initiation à la recherche qui menaient à beaucoup de questionnements plutôt qu'à beaucoup de réponses, ce qui me menait en fait à me dire, ben OK, je devrais faire un doctorat. Donc, en travaillant au Cégep de Rimouski, j'ai fait mon doctorat à temps partiel. Juste ça, à temps partiel. Ben, au début à temps partiel, puis maintenant à temps plein en étant à temps partiel au Cégep. Ouais. Mais déjà, chercheur collégial, c'est pas courant, hein? C'est pas... c'est assez pionnier que tu aies décidé de choisir ce parcours. Ben, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant. Il y en a beaucoup plus qui sont associés à quelque chose dont on n'entend pas assez parler, selon moi, là, les centres collégiaux de transfert technologique, les CCTT. Les CCTT. Là, il y a beaucoup de chercheurs qui sont vraiment juste chercheurs dans le sens qu'ils n'ont pas de tâches liées à l'enseignement. Puis, il y a beaucoup de projets de recherche appliquée qui va se faire là-dedans. Mais c'est ça, de la recherche disciplinaire en tant que telle, il y en a beaucoup moins. Puis en biologie, il y en a moins. J'ai un collègue à l'Apocatière qui fait un peu la même chose que moi aussi sur les oiseaux de rivage. C'est quand même super inspirant de voir ça. Mais moi aussi, j'ai comme un parcours atypique, moi aussi. Moi, quand j'ai grandi sur le bord de la mer, j'ai été inspirée. J'avais un scientifique dans ma famille, là, proche. Puis, c'était un géomorphologue, le professeur Jean-Claude Dionne à l'Université Laval. Je le suivais tout le temps. Je pense, pour moi, mon oncle Jean-Claude, c'était comme Indiana Jones. Je le suivais, il cherchait des roches, on trouvait des fossiles, il m'apprenait plein de choses. Puis, quand j'étais petite, j'ai vite compris que si c'était ça, faire de la science, ben c'est ça que je voulais faire. Mais lui, il s'intéressait aux roches. Moi, je m'intéressais plus aux vivants. Fait que j'ai décidé de faire mes études en biologie marine. Ici, en partie. Montréal au début, maîtrise ici à l'UQAR, puis après, je suis partie en Colombie-Britannique pour étudier surtout les interactions entre les humains puis les baleines, mais au niveau des pêcheries. Donc, la place des baleines dans l'écosystème, tout ça, ça faisait longtemps que je me disais, bon, comme plein de biologistes marines qui pensent que la vie, c'est étudier les dauphins puis nager avec les baleines. J'avais cette utopie-là, moi aussi. Puis finalement, j'ai continué de travailler sur ces sujets-là jusqu'à revenir ici pour essayer... le plan initial, c'était d'avoir le standard, là, le prof d'université avec son labo, puis je me suis vite rendu compte que c'était pas ça, finalement, qui marchait pour moi. Donc, j'ai ouvert une compagnie de consultants en conservation. Puis là, je travaille avec des entreprises qui essaient de développer des solutions pour continuer de bien opérer dans la nature, dans les écosystèmes, puis essayer de trouver notre place dans l'écosystème. Fait que moi aussi, par la bande, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait beaucoup de vulgarisation, des communications aussi. Puis là, en conservation, c'est une science qui me permet comme de faire tout ça en même temps parce que c'est pas aussi technique que de la chimie ou de la génétique. Puis la conservation, c'est aussi gérer des activités humaines, puis gérer des humains, travailler avec des humains pour protéger la nature. Fait que le côté humain là que tu retrouves probablement dans l'enseignement puis que moi j'avais pas en sciences, je l'ai comme raccroché avec la vulgarisation dans l'espèce de domaine de conservation dans lequel je travaille aujourd'hui. Puis qu'est-ce que j'ai mis après ça? On s'est préparé une belle petite. Oui, c'est ça, c'est notre garde. Tu vois, non, mais j'ai mis cette photo-là dans notre parcours parce que je voulais te demander si toi, quand tu étais petit, tu t'attendais-tu à devenir ce que tu es aujourd'hui? C'était quoi ton plan? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petit? C'est quoi ta job de rêve? Moi, en fait, je voulais tout faire, en fait, là. Tout. Mais, tu sais, j'ai touché à différentes choses aussi. Tu sais, j'avais quand même de la facilité à l'école, puis j'étais très curieux. Ça fait que la curiosité, elle a émergé très jeune chez moi. J'ai commencé à lire à 4 ans, puis j'étais arrivé à l'école, je savais lire. Tu sais, rapidement, je m'intéressais à plein de choses, puis je dirais non, jamais j'aurais su ce que je voulais faire. J'étais beaucoup tourné vers le plein air, les activités de plein air, le camping, les scouts, des choses comme ça.
Mais tu sais, à savoir, admettons que je serais devenu biologiste quand j'étais très jeune, je le savais pas, là. Je savais que je voulais un emploi qui était en lien avec la nature, l'environnement, avec des interactions, parce que j'aime ça, les interactions sociales, mais tu sais, savoir vraiment que je voulais être enseignant ou chercheur en biologie, je le savais pas. C'est vraiment petit à petit que ça s'est construit. Puis je dirais, c'est en suivant un peu la vague de la vie là, qui m'a amené à faire ce métier-là là, maintenant. Là. Pourquoi les oiseaux? Pourquoi les oiseaux? Attends, mais t'aimes-tu les oiseaux terrestres ou juste les oiseaux marins? Non, j'aime juste les fous. Fous de bassin. En fait, non, j'aime les oiseaux en général. Tu sais, je me suis impliqué beaucoup dans les clubs d'ornithologie du Bas-Saint-Laurent quand j'étais d'ornithologue du Bas-Saint-Laurent quand j'étais plus jeune. Là, je suis maintenant au CA de Québec Oiseaux au Québec. Les oiseaux, en fait, je les ai tout le temps trouvés intrigants, intéressants, puis un peu comme des symboles d'un peu de liberté. Je suis quelqu'un d'assez indépendant et qui va être libre dans la vie. Je dirais que c'est symboliquement, ça m'a beaucoup tout le temps intéressé. Puis les chants, tu sais, je joue de la musique, j'aime beaucoup la musique. Ça a été vraiment, tu sais, de tous les sens, je me suis senti un peu atteint, touché là, par ce groupe d'organismes-là. Mais pendant longtemps, tu sais, c'était beaucoup aussi la nature. Juste aller dans la nature, à un moment donné, c'était plus les champignons qui m'intéressaient beaucoup. Mais pas de là, admettons, à faire des études pour en savoir un peu plus sur leur anatomie, leur physiologie et tout. Mais bref, les oiseaux, c'est arrivé un peu comme ça par un intérêt là, sensible, je dirais, là, sensitif. Puis toi, les baleines, comment... Moi, je faisais partie du club de cétologie du Bas-Saint-Laurent. Non, ça n'existe pas. On n'a pas ça, nous autres, des clubs de cétacés. Non, c'est ça. Mais on pourrait maintenant. Il y a des gens qui identifient des mammifères marins puis tout, mais non, ça n'existait pas. Je pense que c'est l'espèce de... En fait, il y a un film avec une fille de Rimouski. Ah, ben oui. Bon, c'est ça. La grenouille et la baleine. Oui. Bon, moi, j'ai vu ça quand on avait à peu près 10-12 ans, là. Ouais. Puis, ça m'a bien inspiré. Moi, je me disais, dans la vie, c'est ça que je veux faire. Puis, il y avait le côté romancé, là, de partir en mer, puis d'étudier les baleines, puis de comprendre leur communication. Puis tout le monde à Rimouski a vu ce film-là parce que l'actrice principale, Fanny Lausier, elle venait d'ici. Fait que ça a l'air, je m'étais fait garder avec elle. C'est vrai? Ah oui, mon Dieu. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Moi, je pense que j'ai fait de la nage synchronisée avec elle. Mais donc, particulièrement, je pense que les jeunes à Rimouski avaient tous vu ce film-là. Puis moi, j'avais été particulièrement marquée. Puis je pense que c'est là l'espèce de rêve un peu utopique. Je veux travailler sur les baleines. Je pense que c'est parti de là un peu. Puis j'ai toujours eu des opportunités d'intégrer ça, mais dans des questions plus globales qui ramenaient des humains dans les questions. Fait que j'ai jamais été sur des questions très, très biologiques, là, pointues. C'était toujours plus dans l'écologie, la place de ces baleines-là versus nous dans l'écosystème. Puis ça, c'est le côté humain qui me manquait, que je rapportais là-dedans. Fait que c'est une approche que j'aime bien gros à cause de ça. Parcours assez similaire parce que issu de Rimouski, mais maintenant, on est rendu avec des projets de recherche dans nos domaines respectifs. Puis, je sais que l'année passée, moi, j'ai entendu parler un peu de ce que tu faisais, puis surtout des titres super cool que tu donnais à tes projets de recherche. Mais parle-nous un peu de là où tu es rendu. Bon, on connaît ton parcours, on voit que tu es rendu un spécialiste des oiseaux, mais comme chercheur, là, qu'est-ce qui t'intéresse ces temps-ci? Puis c'est à quoi tu occupes ton temps en termes de recherche chez les oiseaux? Je dirais actuellement, je suis surtout en recherche de financement. C'est une grosse partie de la recherche. Oui, c'est une grosse partie, mais j'aime vraiment ça. Au départ, je voulais pas être chercheur quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la maîtrise. Je me disais, ça m'intéressait pas parce que ça me tentait pas de passer plein de temps à faire des demandes de financement. Ça avait pas de l'air intéressant, mais au contraire, des projets qu'on monte, je trouve dans le milieu marin, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement vaste, tellement complexe qu'on peut pas travailler seul de son côté. Faut trouver des alliés pour avoir une approche trans, multidisciplinaire pour vraiment essayer de prendre une problématique puis de l'approcher de différents angles. Ça fait que quand on développe des projets, c'est un peu ça. C'est l'idéation, c'est super intéressant à faire. T'es un musicien, hein? Il y a le côté créatif là-dedans. Je pense que monter un projet de recherche pour une demande de financement ou autre
il y a de quoi de créatif là-dedans. Oui, vraiment. Puis je dirais actuellement, les projets que je vais en parler un petit peu plus tard, dans le fond, là, les projets en cours ou à venir, mais tu sais, il y a des projets, c'est beaucoup, en fait, de vendre la place des oiseaux marins dans l'écosystème marin. Souvent, on reconnaît peu la présence et l'importance de ce groupe d'organismes-là dans le milieu marin. Oui, puis ça, il faut que tu m'expliques pourquoi, parce que tu m'as raconté à quel point les gens reconnaissent pas cette importance-là. Ouais, ben c'est ça. C'est en fait, l'an passé ou il y a 2 ans, je m'apprêtais à faire une demande au MPO pour un projet qui portait en fait à la fois sur les interactions pêcherie et oiseaux. Puis là, on m'avait dit en fait, ouais, mais là, si toi, t'es porteur de projet sur les oiseaux marins, tu peux pas faire cette demande-là vraiment aux oiseaux marins. On m'avait dit clairement, les oiseaux marins ne sont pas des animaux marins. Mais tu sais, je savais ce que ça sous-entendait, c'est qu'il y en a d'autres, tu sais, c'est au niveau d'Environnement Canada qui vont s'occuper, tu sais, de tous les oiseaux migrateurs. C'est pas leur département. Ça fait mais moi, je l'ai vraiment appris au pied de la lettre, au premier degré. Les oiseaux marins ne sont... Ça fait que j'avais commencé toutes mes prémices, en fait, de ma présentation que j'ai pas donnée en 2025. Je voulais juste prouver, démontrer que les oiseaux marins, c'est vraiment des animaux marins à juste titre, comme par exemple les mammifères marins. Un phoque qui passe 50% de son temps sur une roche versus un oiseau qui va passer 2/3 du temps pendant l'année sur l'eau, à dormir sur l'eau, à se nourrir dans l'eau, mais le reste qui est à terre pour se reproduire. En tout cas, il y a plein de parallèles à faire. Ils utilisent l'interface, la tridimensionnalité de l'interface marine de la colonne d'eau. Donc, ils utilisent ces ressources-là. Ce sont des oiseaux marins. Donc, c'est à travers différents projets que j'essaie à la fois d'étudier les oiseaux marins comme aussi des aides, des échantillonneurs pour en connaître plus sur certaines espèces. C'est un peu ça que je vais présenter après. Puis sinon, ben aussi toutes les interactions aussi. Moi, dans mon doc, c'était beaucoup sur les interactions, les changements environnementaux, les impacts au niveau de la population puis au niveau individuel, sur toute la question du stress aussi, puis le stress oxydant chez les organismes. Puis avec comme modèle d'étude le fou de bassin. Ça fait que c'était des études sur plusieurs années avec puis de manière très, très une approche très interdisciplinaire et avec très intégré. Là. C'était un projet qui touchait à la fois au niveau d'organisation, plus au niveau de la population, au niveau individuel avec le comportement, mais au niveau aussi cellulaire et biochimique. Ça fait que cette approche-là, c'est une approche que je trouve importante à aborder, à utiliser quand on s'intéresse à des problématiques aussi au niveau de la conservation pour voir vraiment, pour aller dans la mécanique, la mécanistique de ce que les organismes vont pouvoir vivre aussi. C'est que c'est un peu ça là, qui m'avait intéressé. Là, puis c'est ça un peu que je veux poursuivre aussi comme projet là, actuellement, avec comme modèle les oiseaux. Puis t'es fou, tes équipes, là. Tu sais, quand tu dis que tu t'en sers comme allié, là. Oui, tes équipes avec des caméras, des sacs à dos, des petits parachutes. Des parachutes. Non, mais moi, je vois tes histoires de projets, puis j'ai l'impression d'être dans un film de Mission Impossible, là, avec la petite toune qui joue. Là. C'est ça, tu sais, avec Majella Guillemette, ici, qui est prof à l'UQAR, il y avait un projet qui a eu cours ces dernières années, c'était le projet Fou numérique, puis c'était vraiment un projet qui avait à la fois une étude du fou de bassin en utilisant différents outils là, numériques, là, justement comme des GPS, des enregistreurs de plongée, des caméras miniatures. Puis il y avait aussi d'autres aspects liés à l'éducation, liés à l'informatique. Mais c'est ça, on est capable de les équiper comme ça parce que c'est une espèce qui est, facilement accessible, très, très peu elle est très tolérante, en fait, au dérangement aussi. On est capable de l'attraper, faire des manipulations, puis de la relâcher, puis elle retourne à son nid sans s'enfuir, ce qui n'est pas le cas de la majorité des espèces animales. Pas trop de modification de comportement, là. Non. C'est ça, pas trop d'impact. Puis en plus, vu que c'est l'oiseau ici, l'oiseau marin qui est de plus forte taille, donc on est capable quand même de mettre certains équipements sans nuire soit à l'aérodynamique, à l'hydrodynamique, puis donc avec le plus faible impact possible. Donc ça fait aussi que c'est un modèle d'étude qui est super intéressant parce que ça devient une bonne sentinelle, c'est pour ça sentinelle de la mer, là, une bonne sentinelle qui couvre l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, l'estuaire maritime.
Donc, c'est pour ça que le fou de bassin nous intéresse beaucoup à travers tout ce qui peut nous apporter comme connaissance sur le milieu marin. Ah, ben c'est hot. Toi, tu t'intéresses à quoi là actuellement? Ben, je me suis rendu compte en me préparant pour notre discussion aujourd'hui que je travaille sur les espèces qui dérangent. Des espèces, en conservation, on travaille toujours sur des espèces qui vont moins bien ou des enjeux comme la pollution plastique, par exemple. Mais pour mon travail avec certaines espèces, c'est toujours des espèces en voie de disparition ou mais qui ont mauvaise presse. Je me rends compte que dans la catégorie d'espèces que moi, je me suis ramassée à travailler sur... Belle formulation. Belle formulation. C'est souvent des espèces qui dérangent ou qui font peur parce que moins bien connues. Les baleines noires de l'Atlantique Nord, on en entend parler ces temps-ci. Partout dans les communautés côtières, les pêcheurs sont impactés par la présence de ces espèces-là qui reviennent dans le Golfe. Ça ferme des zones de pêche, tout ça. Donc, c'est pas toujours une bonne nouvelle pour un pêcheur ou ils n'ont pas toujours bonne presse, ces baleines-là, parce que, bon, c'est une des espèces de baleines les plus en danger sur la planète. Il en reste à peu près 350, là. Mais en même temps, les mesures qu'on met en place pour les protéger, ben ça a des impacts socio-économiques puis humains aussi qui sont importants. Quand on travaille sur les requins, c'est la même chose. On travaille sur les épaulards. Là, ces temps-ci, moi, je trouve ça fascinant, des épaulards. Mais on entend parler de ce qui se passe à Gibraltar, les épaulards qui coulent des bateaux. Bon, les gros méchants de l'océan qui coulent des bateaux. Donc, les gens ont des craintes envers ces animaux-là. Puis, c'est la première chose à détruire ou à déboulonner si on veut protéger des espèces, c'est arrêter d'en avoir peur, puis changer un peu notre perspective de peur en fascination ou en émerveillement. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je travaille. Puis, dans tous les cas, c'est toujours la raison pour laquelle ces espèces-là sont en danger. C'est toujours à cause des activités humaines, que ce soit la pêche, le bruit sous-marin, le transport maritime, les risques de collision, la surpêche, les changements dans l'écosystème qui font en sorte que les ressources sont plus là pour nous, les humains, mais comme pour les autres aussi. Donc, il y a des humains là-dedans, dans ces histoires-là. Fait qu'essayer de réconcilier les deux pour trouver notre place dans l'écosystème. Puis là, le terme à la mode ces temps-ci dans mes projets, c'est la coexistence, là. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour que, oui, c'est beau sauver des baleines, mais il faut sauver aussi les humains qui vivent autour de ça, là. Ouais. Donc, c'est se connaître pour pas avoir peur. Mais tu sais, c'est souvent ça, on a peur de l'inconnu. Connaître pour pas avoir peur, mais connaître pour aimer, comme on va la reprendre là, un peu plus tard, là, la phrase de connaître pour aimer, aimer pour protéger. Là. Mais c'est ça, hein, c'est quand on connaît pas quelque chose, on peut facilement tomber dans des émotions de ce genre-là, au niveau de la peur. Tu sais, on a de la chance parce que on travaille sur des animaux qui sont quand même assez charismatiques. Ben oui. C'est facile de se servir de ces animaux-là un peu comme ambassadeur ou comme excuse pour protéger les océans au sens large. Tu sais, l'état de santé de nos océans est plus ou moins bon ces temps-ci. Il y a des défis importants, mais quand on travaille sur des animaux charismatiques comme ça, je pense que c'est bien plus facile de dire aux gens « Hey, protégez les baleines », puis ça, c'est juste une excuse, mais dans le fond, tu protèges l'océan au complet, ou protéger ces beaux grands oiseaux que vous voyez sur l'île Bonaventure, tu sais, que d'arriver puis de dire « Hey, moi, j'ai un projet, c'est les vers de mer, là, puis faudrait les protéger ». Mais c'est tout aussi important, mais nous, on a choisi les bonnes espèces qui nous permettent de ce point de vue-là, ouais. Ouais, c'est ouais, je trouve qu'on a des espèces qui sont peut-être plus faciles à prendre comme porte-étendard pour porter un message ou attirer l'attention du grand public sur des enjeux, des fois, qui dépassent l'espèce comme telle, là. Ouais, ben c'est ça, il y a ça qui est important parce que souvent on me demandait ouais, mais là toi t'es vraiment un spécialiste du fou de bassin, hein? Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que oui, je travaille sur le fou de bassin, mais c'est parce que d'un point de vue scientifique, comme j'ai dit tantôt, on peut on peut répondre à différentes questions, on peut, tu sais, ça peut être intéressant de l'utiliser comme modèle d'étude, mais aussi pour juste simplement parler de l'écosystème au complet, tu sais, puis de voir si on voit certaines répercussions négatives des certains changements, ben là, on peut en parler via l'interface de cette espèce charismatique-là. Donc, oui.
pardon. Donc oui, c'est ça, c'est intéressant. Là. Puis là, je pense que tu nous as apporté comme une coupe de diapos. Tu nous amènes sur le terrain, là, un peu. Oui, hein? oui. Ouais. Fait Alors, pour ceux qui sont en ligne, sachez qu'il y a un odorama actuellement. dans la salle ici. Ça sent comme sur l'île Bonaventure. Un petit scratch and sniff. Non, ben on en vient d'entendre en fait le fou de bassin, dans le fond, à la colonie, si vous êtes déjà allé. Ben, Lynn, t'es-tu déjà allé? Oui, mais vraiment en touriste, là. Oui, en touriste. Oui, mais c'est impressionnant. Ben, c'est impressionnant, là, tu sais, d'avoir autant d'oiseaux à proximité, tu sais, qui bougent pas, qui s'en vont pas, là. Ça, c'est vraiment, c'est particulier, là, d'avoir accès à la faune comme ça. Tu sais, il y a, nomme-moi d'autres espèces, à part les manchots. Que tu peux approcher autant, là, c'est vraiment, c'est rare, là, quand même. Mais c'est-tu parce qu'on est où il y a leur nid puis ils veulent pas s'en aller de leur nid ou c'est parce qu'ils en ont rien à faire de nous puis ça les dérange pas tant? Ben, une combinaison un peu des deux, là. Ils sont très fidèles à leur nid, sont très protecteurs de leur nid. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de comportements d'agressivité entre eux, là, pour protéger leur nid. Donc, c'est ça, c'est difficile quand même de les ébranler puis de les faire partir par rapport à ça. Puis nous, on peut en bénéficier pour ça. C'est que, dans le fond, ce que j'allais présenter l'année passée aux rencontres scientifiques annuelles, c'était... Avant la panne électrique. Avant la panne électrique. C'était ceci, mais c'était pas publié encore. Tantôt, tu parlais des noms. Ouais, j'aime bien ça donner des noms parce que souvent, les noms d'articles scientifiques sont bien longs. Hein? Puis, ben, tu sais, sont bien longs parce que, tu sais, on est... En tout cas, moi, j'aime ça les raccourcir, puis en mettant... je m'étais donné, entre autres, comme défi au doctorat. Dans ma thèse, j'avais 4 articles, puis chacun des articles, je m'étais donné comme défi d'avoir un titre de chanson. Mais tu sais, il y en a qui trouvent ça. Je me disais, si des réviseurs me disent « ça n'a pas de bon sens ton titre tu sais, je vais l'enlever. » Mettons, je me serais pas battu pour ça, mais je trouvais ça quand même... je trouve ça intéressant d'essayer, puis je travaille fort et longtemps pour trouver des titres là, qui ont ils ont tous passé? Oui, ils ont tous passé. Mais celui-là, c'était surtout parce que l'idée dans cet article-là, ce que je voulais présenter, c'était le fou de bassin comme échantillonneur. Tu sais, est-ce qu'on peut utiliser le fou de bassin pour aller en savoir un peu plus sur le maquereau, qui est l'espèce préférée, là, qui est plus consommée par le fou de bassin? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les adultes, mais aussi surtout sur les jeunes, par exemple, qui sont plus difficiles à évaluer, à trouver dans l'environnement? Ils passent littéralement entre les mailles du filet. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller les étudier un peu plus à travers l'échantillonnage fait par le prédateur? Ça fait que, dans le fond, ce qu'on a fait, c'était ça. Puis là, ben, tu sais, à chaque fois, on parlait, OK, l'étude ce qu'on nous dit normalement, c'est l'étude des régurgitations de maquereaux faites par le fou de bassin pour connaître la croissance des maquereaux. En tout cas, bref, tu sais, c'est souvent des longues phrases difficiles à dire. Avec des beaux grands mots compliqués. Ouais. Ça fait que là, je me suis dit, on peut-tu trouver quelque chose de plus court? C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ce titre-là, mais la vomitomique. Tu sais, la vomitomique, si on le traduit en français, vomitomique aviaire, ça fait que je proposais ça comme étant, dans le fond, parce qu'on se dirige quand même vers là, tu sais, avec les régurgitations, avec le vomi, entre guillemets, on peut quand même aller chercher beaucoup d'informations sur les poissons, mais aussi, et surtout peut-être, si on est capable de localiser des poissons, un poisson qui a été pêché à un endroit, donc grâce aux données GPS, grâce aux données de plongée, de profondeur de plongée, tout ça, puis d'autres informations, on est peut-être capable d'aller en savoir un peu plus sur l'habitat de peut-être la classe d'âge du maquereau, par exemple les jeunes de l'année. On pourrait aller explorer, dans le fond, dans quel habitat ils se retrouvent, c'est quoi les caractéristiques au niveau, autant au niveau de la profondeur qu'au niveau spatial, au niveau temporel. Donc, c'était un peu à travers ça. C'est pour ça que j'ai proposé le terme vomitomique pour se dire, ben peut-être qu'on pourrait faire de la vomitomique ensuite qui serait plus écotoxicologique. Tu sais, on pourrait peut-être, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs en collaboration avec Raphaël Lavoie, Environnement Canada, on a étudié à travers des échantillons, les régurgitations de fou de bassin qui allaient chercher différents poissons. On a étudié un peu le chemoscape, là, le genre, le patron de répartition de contaminants chimiques, comme par exemple, dans ce cas-ci, c'était le mercure. Donc, à travers l'échantillonnage fait par le fou de bassin. C'est qu'ici, ce que je voulais démontrer, dans le fond, ce qu'on voulait démontrer, on est plusieurs, entre autres, les autres, il y a plusieurs personnes, en fait, du laboratoire d'ornithologie marine de Rimouski puis Majella Guillemette. C'est que ce qu'on a développé, c'est à travers plusieurs années de données,
C'est comme là, on le voit, là, les gens qui sont juste qui l'écoutent en balado actuellement peuvent pas le voir, là, mais imaginez. On voit le fou de bassin qui capture un maquereau premièrement. Ensuite, on voit le fou de bassin qui donne, qui est en train de nourrir son poussin. Puis souvent, quand on les manipule, les fous de bassin, ben, ils ont comme un réflexe de régurgiter. C'est qu'une fois sur 2 environ, là, au début de la saison, c'est une fois sur 2, un peu plus tard, une fois sur 4. Fait que ça, c'est la bouffe qu'ils auraient donnée à leurs petits qui te vomissent dans ton... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas, on va pas manipuler trop de fois un même individu au courant de la saison. Mais quand même, admettons, juste peut-être quelques fois, ça nous permet d'avoir... Puis c'est pas tout le temps qu'il va y avoir des régurgitations non plus. Puis techniquement, là, c'est parce que le commun des mortels fait jamais ça dans la vie, là, ramasser des régurgites. mais ça tombe à terre puis vous le ramassez? Ça tombe à terre. Puis, souvent, on se dépêche maintenant. Avant, on faisait pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça a pris des années avant qu'on fasse ça. Maintenant, on a des plateaux de cafétéria. Puis on se dépêche, là. Il y a le fou de bassin quand on sait qu'il va régurgiter. Puis là, on veut qu'il régurgite dans le plateau. C'est à peu près comme un chat qui va vomir une boule de poil. T'es-tu capable de te le sentir venir, là? Quand on tient l'oiseau, on sent là, que ça va venir. Son réflexe de vomissement, là, il arrive. Là. Puis là, aussitôt qu'il est dans le plateau, maintenant, ce qu'on fait, on prend une photo. Puis on est capable. C'est ça qu'on voit là, à l'écran. On voit une photo, en fait, de maquereau. En fait, c'est dans la même régurgitation, il y avait ces 2 maquereaux-là. C'est qu'on en voit un qui est pratiquement frais. En tout cas, selon nous, là, c'est vraiment d'un plus beau. Puis un autre qui est seulement une queue. Puis l'idée, c'est, en fait, en regardant ce qu'on avait comme données, à travers toutes les années, on a vu bien rapidement que c'est rare qu'on a des complets. Fait que, si on veut avoir de l'information vraiment sur, comme juste par exemple, si on veut savoir l'âge, normalement, ça prend la tête pour aller chercher les otolithes et tout. Mais tu sais, il y a plein d'informations qu'on peut pas avoir parce que là, on a juste une partie là, dans le fond. Ça fait qu'à partir de photos qu'on a prises sur le terrain, on a mis de côté toutes les photos de poissons complets. On a eu aussi un lot considérable de photos de pêche océan, de maquereaux complets. On a fait plein de mesures, 25 mesures là, sur les poissons pour voir après ça, à l'aide de différentes analyses statistiques, on a fait des forêts aléatoires pour voir y a-t-il des patrons, en fait, de mesures qui nous permettent d'avoir des meilleurs, d'estimer, en fait, la longueur à la fourche. À partir des données de pêche et océan, on avait un lot de données d'à peu près 130 000 poissons qui avaient tout été âgés, qui avaient été toutes mesurés à la fourche. On a développé un modèle statistique pour, à partir d'une photo, on est capable ensuite maintenant de savoir, d'estimer l'âge. D'estimer l'âge à partir de du juste bout un bout qui reste, là. Mais là, on se disait, OK, comment on peut faire ça? Parce que là, c'est juste des bouts qui sont de taille variable. Puis avec notre modèle statistique, ce qu'on aurait sorti, en fait, ça tombe comme bien, c'est un heureux hasard, mais au final, c'est la longueur de la nageoire caudale qui est un super bon estimateur, prédicteur, en fait, de la longueur à la fourche du maquereau. C'est qu'à partir de ça, on peut aller chercher l'estimation de la classe d'âge, mais seulement les premières, parce que, étant donné que la croissance est exponentielle puis un plateau, on est capable quand même de catégoriser les poissons qu'on a juste avec la queue, à savoir si c'est des recrues, des jeunes de l'année, des jeunes des individus d'1 an ou de 2 ans et plus. Ça fait que c'est 3 catégories qu'on peut discriminer très bien à l'aide du modèle statistique là, qu'on a développé. Je pense que c'est ça. Puis ce qu'on a, en fait, ce qu'on montre, c'est que là, à l'écran, présentement, on voit un des résultats qui est ici à votre gauche. Ce qu'on voit, en fait, on voit des distributions de fréquences, des longueurs à la fourche des poissons. Puis on voit ce que les pêcheurs sont capables de récolter. Ou un échantillonnage là, qui est fait, normal. Là. Ce que ça nous permet de faire, dans le fond, c'est qu'on voit que, en moyenne, les poissons vont être autour de 350, 340 mm de longueur. On voit qu'il y a quand même une grande distribution. Il y en a des petits, mais ce qu'on voit sur le graphique, c'est que vraiment l'échantillonnage oiseau permet d'aller dans des tailles qui sont beaucoup plus petites. Donc, d'aller peut-être compléter plutôt ce qu'on pourrait aller échantillonner par les méthodes plus traditionnelles, disons.
Ça fait que c'est un peu ça qu'on voulait démontrer avec ça. Donc, si on veut s'intéresser aux classes d'âge, aux premières classes d'âge du macro, ben ça serait intéressant, en fait, de prendre le fou de bassin comme un échantillonneur. Au lieu du filet. Au lieu Dans du le fond, filet. un filet versus un fou de bassin, dépendamment de ce que tu cibles comme grosseur de poisson. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a certaines limites, certaines contraintes d'un point de vue statistique. C'est ça, c'est pas un échantillonnage. Ça peut pas répondre à toutes les questions. Parce que là, c'est pas un échantillonnage aléatoire, c'est difficile de voir exactement la répartition, mais on peut quand même aller chercher de l'information sur les jeunes poissons, là, si on est capable de les localiser, et surtout si on est capable de savoir à quel moment cet échantillonneur-là fonctionne, dans le sens à quel moment le fou de bassin va aller chercher, si on veut en savoir plus sur les recrues, à quel moment il va. Mm-hmm. Puis l'autre graphique qui est présenté ici, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est il y a les 3 classes d'âge, puis on voit à travers la saison à quel moment on retrouve les 3 classes d'âge. Puis on voit que les 2 ans et plus sont plus tôt dans la saison, puis ça va aussi avec la phénologie de la reproduction du macro. C'est qu'on a des poissons beaucoup plus gros qui sont capturés en début de saison, des poissons d'1 an aussi, mais en septembre, on a surtout des jeunes. Fait que ça, c'est les jeunes qui sont nés cette année-là. Cette année-là. Qui commencent à être ouais, dans donc, on l'eau, a surtout des recrues à ce moment-là. Donc, tu sais, pour en savoir plus, on peut aller explorer. On pourrait, dans le fond, maximiser, augmenter l'échantillonnage, admettons, en septembre, aller de Bonaventure pour aller échantillonner ces jeunes-là. Ce qui a déjà, d'ailleurs, été fait en partie par un ancien étudiant de Dominique Robert, ici en 2016, je pense. Okay. C'était Safwan Kemassi, avec qui j'avais travaillé sur le terrain, mais c'est ça. Il y avait ça, cette idée-là. À ce moment-là, on ne savait pas exactement que c'était surtout des jeunes là, de l'année à ce moment-là, mais tu sais, lui, il avait travaillé dans cette période-là, puis c'est ça. Donc, c'est drôle parce que je travaille avec maintenant. Ah oui? Ah oui. On sauve la planète. Tout est dans tout. Tout est dans tout. On fait des nettoyages de rivage ensemble. À chaque été, on fait la tournée du Québec pour nettoyer des plages. Puis c'est mon partner de tri et de caractérisation de déchets. Donc, il caractérise plus des régurgies, il caractérise des vidanges qu'on trouve un peu partout sur les plages. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. C'est un article beaucoup méthodologique là, pour démontrer justement l'utilité, entre guillemets, d'un échantillonneur ou aviaire. Là. Puis, c'est un projet, en fait, qui peut ouvrir la porte à plein d'autres choses. Là. Ben oui, c'est clair. Ben, moi, ce que j'étais supposée présenter l'année passée, c'était, moi aussi, j'aurais pu commencer avec des sons pour nous mettre en contexte, là. Puis la majorité des gens qui pensent chant de baleine pensent au chant de la baleine à bosse avec la petite musique de relaxation en arrière, là. Puis je sais pas si notre technicien est capable d'appuyer sur ce qu'on voit du côté gauche de l'écran, là. Mais ça, c'est ce qu'on pense d'habitude quand on pense à la petite artée, là, avec la baleine à bosse, là, qui... C'est-tu les poissons qui font la musique avec la musique? Non, c'est des poissons qui jouent de la guitare à côté. Mais en fait, les espèces sur lesquelles on travaille ici, la baleine à bosse est heureusement pas une espèce en péril de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais on travaille sur les baleines noires, puis les baleines noires, ça chante pas du tout comme ça. Ça a plus un son qui ressemble à l'autre graphique que vous allez... Si on clique dessus, on va pouvoir écouter qu'est-ce que ça donne. Hop, non. C'est pas bien grave. En tout cas. Oh, OK. Ouais. Fait que c'est moins sexy que la petite musique ésotérique, mais bon, on travaille surtout, l'exemple duquel je voulais parler, surtout dans ce que j'étais supposée présenter l'année dernière, c'est le travail qu'on fait avec les baleines noires. Ça, c'est notre façon de les détecter en acoustique, mais sinon, il y a beaucoup de surveillance présentement avec les baleines noires, surveillance aérienne dans le golfe du Saint-Laurent, et puis surveillance aussi à bord de bateaux. Et puis, depuis 2017, un des gros impacts de la présence ou du retour de ces baleines-là dans le golfe du Saint-Laurent. Avant, on les voyait pas beaucoup dans le golfe, puis là, on les voit de plus en plus. Et un des gros impacts de ça, c'est un système de déclenchement de mesures de protection quand il y a des baleines qui sont observées. D'un point de vue écologique, c'est super important pour protéger l'espèce de ces deux grandes menaces, c'est-à-dire les collisions avec les navires puis les empêtrements dans les engins de pêche. Donc, pour éviter de s'empêtrer dans des cordages qui sont là pour nos pêcheurs de crabes et de homards, on ferme des zones de pêche quand on voit les baleines arriver à certains endroits.
Puis c'est une mécanique c'est sûr que ça a un impact sur les activités de pêche, puis la façon dont il faut réorganiser. Est-ce qu'on perd des journées de pêche au complet? Est-ce qu'il faut déplacer nos engins de pêche ailleurs? Mais ça avait particulièrement de l'impact pour les pêcheurs en Gaspésie. Tu vois, moi aussi, c'est une histoire de Gaspésie, mon affaire. Les pêcheurs de homard qui pêchent très, très près de la côte. Eux, ils nous disaient, on n'en voit pas des baleines à cet endroit-là et on pêche tellement pas creux, il n'y a jamais des baleines qui vont être dans moins de 50 mètres de profondeur. Et puis, ce qu'on a fait avec ces pêcheurs-là, c'est des relevés, des inventaires de cette zone-là très côtière dans la baie des Chaleurs où il y a beaucoup d'activités de pêche, puis où c'était avant systématiquement fermé quand on voyait une baleine parce que quand on voit une baleine, on ferme un gros quadrilatère autour de cette baleine-là. Puis, la zone qui est fermée, souvent, va être tellement grande que ça va aller jusqu'à la côte. Ça va toucher à terre. Mais on voulait voir ce qui se passait, puis c'était légitime de fermer des zones qui sont très, très côtières où nos pêcheurs de homards opèrent durant la saison. Puis, c'est une étudiante à la maîtrise avec moi qui a comme compléter ces travaux-là, mais on a fait ça pendant 6 ans, aller inventorier ce qui se passait du côté de... Est-ce qu'on peut changer la diapo, s'il vous plaît? Merci. Ce qui se passait du côté du sud de la Gaspésie, puis on a essayé de documenter justement la présence ou non de ces baleines-là, les baleines noires, mais aussi toutes les autres espèces. Il n'y a pas rien dans la zone côtière. Il y a des homards qu'on pêche, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, on a documenté les autres mammifères marins, puis on a essayé de comprendre qui est là, pourquoi, quand, puis comment. Puis moi, j'ai pas ton talent pour trouver des titres de tunes pour les travaux, mais ce que je fais faire à mes étudiants... Je loue mes services. Ouais, OK, ça serait cool. Mais ce que je fais faire à mes étudiants, par contre, c'est que comme en plus, cette information-là, elle a une importance pour les communautés côtières qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, c'est important de publier dans les journaux de la littérature scientifique à évaluation par les pairs qu'on connaît, le système standard, mais c'était aussi important de vulgariser ça dans une espèce de petite infographie partageable sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que les baleines noires sont pas dans les zones très, très, très côtières, puis qu'il y a peut-être là une petite ouverture pour coexister, donc pour continuer la pêche sans vraiment être une menace réelle pour les pêcheurs. Donc, grâce à ces travaux-là, puis grâce au fait que les pêcheurs se sont impliqués à faire de la recherche scientifique puis des inventaires avec nous à bord de leur bateau, on a modifié la loi le protocole de fermeture. Puis maintenant, les pêcheurs ont cette latitude-là de revenir plus proche de la côte pour pêcher quand il y a une baleine dans le secteur, mais pas fermé au complet. Donc, les zones de fermeture ont été modifiées en fonction de cette réalité côtière-là. Puis, ça fait une différence sur, oui, sauver les baleines, mais permettre à une industrie de continuer aussi d'opérer parce que c'est tous les villages côtiers en Gaspésie dépendent de la pêche, là. Donc, c'est une activité humaine qui est importante. C'est intéressant de rapidement pouvoir rebondir avec ces résultats-là aussi, de modifier la façon de pêcher dans le secteur. Là. C'est surprenant. Oui, puis que les pêcheurs soient impliqués dans le processus, ça augmente aussi la confiance dans les mesures de protection. Donc, il n'y a pas un pêcheur qui se lève le matin en disant « je vais aller tuer des baleines aujourd'hui », mais d'être impliqué dans le processus puis de comprendre pourquoi il y a certaines mesures, puis pourquoi c'est important, puis pourquoi à certains endroits, oui, c'est vrai, on n'a peut-être pas besoin, c'est un pas dans la bonne direction avec les gens qui sont le plus capables de faire une différence. Si toi puis moi, on se parle de la protection d'une espèce en péril, on va être d'accord, nous autres, puis on n'aura pas d'enjeu ou d'impact sur l'environnement, puis on va avoir le même avis. Mais les gens qui ont cet impact-là, il faut pas travailler contre eux en les pointant du doigt comme des coupables. Il faut travailler avec eux parce que c'est eux, au bout du compte, qui sont capables de faire une différence, là. Puis c'est ça, la collaboration, je pense, en recherche. C'est bien à la mode, la co-construction, mais mais c'est logique aussi. C'est dans le sens d'intégrer tous les acteurs potentiels d'une problématique de conservation dès le départ. Oui.
J'ai mis une petite image ici parce que je voulais que tu me racontes si tu as déjà eu des défis ou des genres de missions impossibles là, quand tu faisais tes travaux sur le terrain. Moi, j'ai mis celle-là pour me rappeler de te parler du probablement un des plus grands défis que j'ai eu. C'est sur une mission où on faisait des observations sur la faune marine, puis on était sur un voilier à bord duquel tu vas embarquer pour un de tes projets d'ailleurs, l'Écomaris. Ah ouais, OK. Puis on était en plein milieu du cœur de l'ouragan Fiona. Ça, c'est ça, là, la ouais, vidéo? Ah. ça, c'est OK. ça. Donc, on était hackés, mais c'était les défis du terrain, là, de pouvoir survivre. On avait un bon capitaine, mais c'est quand même assez impressionnant quand tu es dans le cœur d'un ouragan. Puis là, tu vois, ça brasse, puis à un moment donné, quand tu arrives vraiment dans l'œil de l'ouragan, là, c'est super tranquille, puis il se passe plus rien. Vraiment comme dans les films, là. Puis après ça, tu le sais que ça va repartir de l'autre bord, là. Puis c'était vraiment... ça, c'est quelque chose qui, dans ma vie de terrain des dernières années, là, Fiona en voilier, c'était quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, moi, des grands défis, je dirais c'est plus des défis méthodologiques là, sur le terrain. Tu sais, j'avais... mettons, au niveau du doctorat, j'avais 25 biomarqueurs sanguins que je mesurais suite à des prélèvements sanguins chez le fou, puis certains échantillons que je devais conserver qui devaient être stabilisés, donc dans l'azote liquide, puis là, d'être longtemps sur le terrain, d'avoir assez d'azote liquide, puis de se promener avec une grosse bonbonne d'azote liquide, tu sais, ça a été... D'avoir l'air d'un astronaute. Oui, tu sais, c'est quand même relativement un peu stressant parce qu'on pouvait pas le mettre sous forme, tu sais, il y a souvent des contenants là, qui épongent, tu sais, on met l'azote liquide, en tout cas, on le vide, puis on utilise juste un peu juste ce qui est resté dans l'éponge. Mais nous autres, c'était directement l'azote liquide dedans parce que sinon, ça s'évaporait trop rapidement, puis on avait besoin, genre, pendant des fois 2-3 semaines. Ça fait qu'il fallait être sûr d'en avoir assez pour mettre les échantillons dedans. Puis ça, admettons, ça a été toutes sortes de défis, là, juste à le traîner là, sur le terrain. J'imagine. Avec tout l'équipement. Tu sais, de s'équiper aussi. Tu sais, de traiter le sang sur le terrain, c'est quelque chose quand même, là. Tu sais, certains échantillons qu'on mettait, t'es pas dans un labo, là. Centrifuger sur le terrain, donc ça prend de l'électricité, donc ça prend des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ben là, on est sur une île où il y a des touristes. À certaines reprises, il y avait des jeunes qui s'amusaient à jouer, à lancer des roches sur les panneaux solaires en voyant ça comme un jeu de poche. Ah oui, ça c'est... Mais tu sais, juste... mais en même temps, c'est tellement intéressant, là, le terrain, là, comme, tu sais, de réussir à organiser tout ça, de la logistique terrain pour de la créativité encore. Oui, encore une fois, il faut innover. Oui, tout le temps. Oui, puis... ça, on a parlé un peu, là, tu sais, mon défi, mes apprentissages. Mon défi, en fait, mon grand défi à travers, je dirais, mon travail actuel, je l'ai dit, là, c'est de mettre en valeur les oiseaux marins dans l'écosystème marin. D'où le pourquoi aussi, tu sais, j'ai une page que j'alimente depuis quelques années là, du laboratoire d'ornithologie marine pour parler des oiseaux, mais d'écosystèmes marins aussi. D'ailleurs, on va mettre le lien vers ta page Facebook dans le descriptif de l'épisode du balado. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas mal, je dirais, mon leitmotiv. Là, c'est comme j'ai eu une chronique sur les oiseaux marins à Radio-Canada à un moment donné. Puis, tu sais, c'est de prendre un peu la place à chaque moment, à chaque fois que je peux parler des oiseaux marins. Je vais en parler. Ça fait que, tu sais, c'est ça, dans des ateliers de vulgarisation aussi. Puis, donc, vraiment des mettre en valeur à l'avant-plan. C'est un peu ce que je veux faire aussi à travers Québec Océan, là, avec mon arrivée dans la belle famille. Dans la belle famille de Québec Océan. Je sais pas pourquoi c'est là, mais moi, je veux te parler d'un défi. En fait, quand on est sur le terrain, des fois, on pense que tout va bien aller comme on l'avait prévu. Puis c'est pas toujours le cas. Puis en fait, c'est pas un défi, c'est une grande fierté. Puis l'année passée, j'avais un de mes étudiants, Achille Villeneuve, qui étudiait les épaulards au large de la côte sud de Terre-Neuve, puis autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis pendant 1 mois au complet, on était en mer, puis on en a vu la première journée, la deuxième journée, puis après, plus jamais. Et puis là, la semaine passée, j'ai reçu des nouvelles d'Achille qui poursuit, pour compléter sa base de données sur le comportement puis l'identification des épaulards, il poursuit sa recherche dans les fjords en Norvège, puis il m'a envoyé cette vidéo-là où il est en train de plonger
avec les épaulards, chose qu'on n'a pas le droit de faire au Canada, là. La mise à l'eau en présence de mammifères marins est interdite, mais là, il est en Norvège, puis il les voit, ces épaulards-là. Puis ça, pour moi, c'est une grande, grande réussite. Puis c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais pour former la prochaine génération de chercheurs à aller plus loin, puis à continuer de travailler sur ces espèces-là, puis de partager l'espèce de passion qu'on peut avoir. Là. Toi, tu dis qu'il faut parler des oiseaux le plus possible. Ben moi, je parle de mes épaulards, puis de ces laissés pour compte là, qu'on a peur d'eux, là, puis j'essaie d'en parler le plus possible. Puis quand je vois des images comme ça, puis quand je reçois des nouvelles de mes étudiants comme ça qui sont sur le terrain dans des conditions pas possibles, mais dans le beau sens du terme, ben je trouve ça extraordinaire, là. Ben c'est ça, tantôt on en parlait, mais je pense que le message global de ce qui relie tes travaux avec les miens, c'est cette volonté-là de faire connaître nos enjeux, faire connaître nos espèces pour pouvoir, mieux on va les connaître, mieux on va être capable de les protéger, ces espèces-là ou ces océans-là. Oui, ben c'est ça, c'est comme ça qu'on se rejoint beaucoup. Parce qu'on on travaille les deux aussi sur des groupes de prédateurs qui sont importants dans les écosystèmes marins. Puis un peu comme tu disais, moi ma volonté aussi c'est de transmettre ce message-là un peu plus avec des un peu plus jeunes aussi avec au Cégep en intégrant là, des étudiants dans des projets d'initiation à la recherche qui touchent à différents enjeux liés aux oiseaux marins. C'est ça. Ouais, puis je pense que moi au début, j'aimais dire c'est Cousteau qui a dit on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît, mais c'est pas lui qui a dit ça. C'est un ingénieur forestier du Congo, je pense, ou sénégalais. Mais c'est pas exactement la formulation mais qui est celle-là. L'idée, la logique est là quand même. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une phrase que j'applique à plein de choses, là, je dirais. Là. Puis, tu sais, en conservation, en biologie, c'est super important. Tu sais, puis ça fait juste du sens. Tu sais, faut connaître pour aimer quelque chose. Tu sais, donc, faut toucher à l'émotif. Tu sais, pendant longtemps, on dirait qu'on avait exclu toute la question d'émotion, de sensibilité, sensibilité au niveau du chercheur. Mais, tu sais, c'est comme pour motiver, pour se mettre dans l'action, pour initier des projets, je pense qu'il faut être touché. Ça part du cœur. Ça part du cœur. Ouais. Après ça, c'est pas parce qu'on a été touché par quelque chose qu'on peut pas mettre la raison, adopter une approche rigoureuse, scientifique, appliquer la démarche scientifique à la lettre. Mais je pense qu'au départ, faut faire vivre cette émotion-là, entre autres, en tout cas avec les jeunes du moins, puis la laisser perdurer aussi, là. C'est pour tout le temps garder espoir, de vouloir changer ces choses-là, de vouloir poursuivre aussi et de créer une différence. Puis je trouve ça le fun que tu parles d'espoir parce que c'était mon dernier commentaire. On a redéfini complètement la façon de faire de la conservation il y a quelques années parce que avant la recette, c'était de décrire des phénomènes, tout ce qui va mal dans sa planète, de bien l'expliquer pour que le commun des mortels comprenne. Puis après ça, les gens se disaient « OK, ouais, j'ai compris, ça va mal, il faut faire quelque chose. » Puis là, des actions étaient posées. Maintenant, avec l'éco-anxiété, si on fait ça, il n'y a pas grand chance que ça fonctionne puis que ça génère des actions pour protéger la nature. Puis, j'ai mis une photo de Jane Goodall ici parce que, ça a encore plus de sens maintenant qu'elle est décédée il y a 2 mois maintenant, mais son message ou la fin de sa vie, elle l'a consacré à partager des histoires d'espoir. Ses derniers travaux, son dernier film s'appelle Reasons for Hope, donc des raisons pour l'espoir, puis de montrer qu'il y a des choses qui marchent au lieu de juste dire ça va mal, puis de se laisser inspirer par des choses positives qui donnent espoir. Je pense que c'est la façon de, oui, aller toucher le cœur des gens, puis aussi de continuer de poser des actions au lieu d'avoir peur, de se sentir impuissant devant des problèmes qui sont énormes. Donc, de partager cet espoir-là avec la passion qu'on a pour nos sujets, je pense que c'est encore plus important que jamais. Puis c'était le message de Jane Goodall, puis je pense que c'est un message qui frappe fort puis qui est tellement, tellement, tellement efficace. Oui. Fait que, en tout cas, je pense que on a passé pas mal plus de temps que prévu à jaser de nos affaires, mais c'était tellement intéressant d'avoir cette formule-là versus le format standard d'une présentation. Mais moi, j'ai appris plein de choses sur ce que tu faisais. J'aime encore plus les oiseaux qu'avant.
Puis là, Pareillement. on a mis tes projets à venir qui sont là. Puis si tu regardes, là, quand tu as préparé la diapo, tu avais exploration oiseau-pêcheur. Il n'y a pas de nom encore, lui. Mais non, mais je l'ai mis dans Oui, ma j'ai vu colonne ça. aussi parce que c'est un projet qu'on va probablement essayer de réaliser ensemble. Ben oui. Puis À voir. sinon, mais pour ceux qui sont là, puis si vous voulez aller voir les travaux de David, il y a un code QR, le lien vers son labo, puis il y a la même chose pour le lien vers ce qu'on fait au labo Morissette aussi, qui n'a pas de nom comme toi, là. C'est juste labo Morissette. Mais oui, merci d'avoir passé cette heure-là avec moi. Ben oui, merci. C'est Lynn. vraiment cool. C'est très agréable. Puis merci à Québec Océan d'avoir rendu ça possible. Puis ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce dont on a discuté aujourd'hui, tous les liens pertinents vont être dans le descriptif de l'épisode. Puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On ne sait pas, peut-être que ça va faire un épisode 2 avec les questions qu'on recevra. Merci. Merci, Lynn et David. On est rendu à la dernière étape du podcast, c'est de prendre les questions du public qui sont présents avec nous aujourd'hui, soit en salle ou en ligne. En ligne, vous pouvez soit l'écrire ou soit lever la main. Faites-nous signe. Hey, on a tellement parlé longtemps. Comme vous n'avez pas beaucoup parlé de vos projets à venir, quels sont vos principaux projets pour l'avenir? Vas-y, David. Projet à venir, en fait, c'est ça, comme je disais, je suis en recherche de financement actuellement. J'ai fait une demande, entre autres, pour un projet. Si on parle d'exploration oiseaux-pêcheurs, c'est de voir, en fait, c'est vraiment, c'est un bon titre, là. Mais je suis sûr que tu vas nous trouver quelque chose de meilleur que ça. C'est ça, je vais trouver un titre meilleur que ça, mais c'est entre autres de partir de la base de données qui a été développée avec le projet sur la baleine noire, parce qu'il y a eu des observations d'oiseaux marins aussi. Puis on les notait quand on voyait les observations. Oui. Puis donc, c'est d'explorer cette base de données-là pour voir qu'est-ce qui en ressort. On est-tu capable de l'utiliser, premièrement, pour quantifier soit la richesse, l'abondance, pas l'abondance, mais la diversité, du moins, là, des espèces d'oiseaux qui sont le long de la côte. Puis voir s'il y a des interactions aussi avec les pêcheurs, avec les bateaux de pêche. Puis c'est une première étape pour après ça, peut-être approfondir pour voir, on pourrait-tu développer des projets ensemble. Des projets ensemble pour vraiment mesurer les interactions oiseaux et pêcheurs, parce que ça fait des années qu'on dit que, mettons, certaines espèces se nourrissent de plus en plus des rejets de pêche derrière les bateaux de pêcheurs, mais on ne sait pas c'est quoi vraiment exactement les espèces, on ne sait pas à quel moment, si tu as certaines périodes dans l'année, bref, développer tout ça, c'est pas fait. Ça fait que, tu sais, comment je voudrais le faire, c'est un peu comme Lynn, puis c'est beaucoup là-dedans aussi qu'on se rejoint, là, Lynn et moi. Là, je pense qu'on aime ça travailler en équipe qui sont assez diversifiées, interdisciplinaires. Ça fait que ça va être de développer à la base avec les pêcheurs, si j'ai les sous pour faire ça. Puis les autres projets, Sentinelle, c'est un projet que ça fait, là, ça va faire la 3e fois que je le dépose. Il n'a pas été accepté 2 fois. C'est de développer des caméras intelligentes pour faire la reconnaissance d'oiseaux, autant au niveau de la migration. Donc, par exemple, avoir un site plus pilote au niveau de avec l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski au quai de Pointe-au-Père, où ils font déjà, en fait, des suivis de migration d'oiseaux. Mais là, de développer un outil, dans le fond, qui pourrait, sur une plus longue période de temps, et aussi pour maximiser, développer comme un ensemble, un réseau, en fait, d'observateurs automatiques à d'autres endroits aussi dans le Saint-Laurent, et non pas seulement à la pointe de Forillon, puis à Pointe-au-Père. Donc, Sentinelle, c'est ça. Donc, des caméras automatisées pour faire des suivis de reproduction, migration, puis des interactions avec les bateaux de pêcheurs aussi. D'où l'intérêt aussi de commencer des projets peut-être avec les pêcheurs. Puis Avimaris Arctique, c'est un projet sur le guillemot de Brunic. Faire un suivi, en fait, un peu le même genre de projet que je fais là actuellement sur le fou de bassin, mais sur une autre espèce dans l'Arctique, sur une île qui est très peu étudiée pour différentes difficultés techniques. Puis, c'est d'utiliser, en fait, le guillemot de Brunic comme une sentinelle de l'écosystème marin du détroit du Tucson, de la baie d'Ungava. Puis, c'est en collaboration avec Environnement Canada, avec plusieurs partenaires, avec une communauté inuit là-bas, avec
potentiellement d'autres partenaires qui sont pas confirmés aussi. Mais puis avec Innovation Maritime, qui est le CCTT, Centre collégial de transfert technologique ici au Cégep, en fait. Fait que ce serait de développer, en fait, des outils à partir de la modélisation, d'utilisation de l'habitat du guillemot de Brunick pour voir, y a-t-il des zones conflictuelles avec le trafic maritime, puis parce qu'il y en a de plus en plus dans le secteur, puis on voudrait utiliser cette espèce-là comme espèce modèle pour quantifier un peu les zones à risque potentiel avec la faune. Puis t'embarques sur Ecomaris aussi, il faut que tu nous le dises. Ecomaris, le projet Confluence, mais ça, c'est un projet plus d'initiation à la recherche pour les jeunes du cégep. Ça, c'est cool. Ça fait que c'est un projet vraiment interdisciplinaire. Là. Ça, on l'a déposé. J'ai déposé, on est quel jour, là? Mardi. Je l'ai déposé hier. Ça, c'est vraiment un beau projet. Là. C'est vraiment trippant. Là. C'est de faire des missions en mer avec. Puis il y a plein de monde qui a embarqué. Là, Transformer l'action pour le climat, il a embarqué. Réformeur a embarqué aussi. Québec Océan aussi a embarqué. Mais c'est un projet pour permettre, en fait, de faire découvrir la mer, les enjeux du maritime à bord de l'Ecomaris, puis à travers des questions de recherche aussi, de l'ordre du cégep, là, donc c'est beaucoup plus de l'initiation à la recherche, mais c'est ça qu'on a déposé en fait à Nova Science là, hier. Puis en tout cas, je crois beaucoup à ce projet-là. Ah, c'est cool ça. Mais bref, plein d'autres choses, là. Colloque intersectoriel aussi sur relations, activités anthropiques et oiseaux marins pour lesquels j'ai eu un financement de Réseau Québec Maritime, puis qu'on va faire en avril prochain, là, si ça va bien. Ah, ben c'est cool. Ouais. Ben, moi, de mon côté, le premier que j'ai mis, c'est Arluk Saint-Laurent. Arluk, ça veut dire épaulard en inuit. Okay. Et puis, c'est de poursuivre le projet sur les épaulards. La première partie, c'était vraiment de documenter leur distribution parce que oui, on a des épaulards dans le golfe du Saint-Laurent, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont conscients de ça. On les connaît beaucoup plus sur la côte ouest. Puis, donc, la première partie, c'était vraiment de documenter ça, leur présence ici. Mais maintenant, il y a toute une composante autochtone aussi parce que les épaulards sont tellement importants dans la culture autochtone du côté de la côte ouest que j'avais le goût de donner ce nom-là. Tu vois, j'en donne des noms bizarres un peu des fois à mes projets. Mais pour voir au niveau des communautés autochtones ici, est-ce qu'il y a une historique d'épaulards dans la culture autochtone? Est-ce que ça a juste été perdu ou c'est quelque chose de complètement différent? Puis je veux que ces communautés-là, d'un océan à l'autre, puissent se parler pour qu'on comprenne vraiment la place de l'espèce dans l'Arctique, sur la côte Pacifique, puis dans le golfe du Saint-Laurent. Sinon, les projets Cobal, Cobal, là, c'est connaissance, collaboration, coexistence avec les baleines. Puis il y a Cobal Pêche pour tout ce qu'on fait avec les pêcheurs, comme le projet dont j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi Cobal Nav pour trouver toutes sortes de solutions pour le transport maritime, qui est comme l'autre enjeu en lien avec les baleines aussi, les collisions, les risques de collision, tout ça. Donc, encore une fois, même recette, travailler avec ces gens-là au lieu d'être contre eux en les pointant du doigt comme des coupables, puis essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour des espèces souvent pour lesquelles il nous reste 15-20 ans. Là. Si rien change, des baleines noires, dans 20 ans, il n'y en a plus. Donc, ça, c'est les deux grands projets. Puis sinon, j'ai mis exploration oiseaux-pêcheurs. On fera peut-être ensemble. On va se recroiser quelque part à un moment donné, oui. Bonjour Lynn, bonjour David. Merci. Bonjour. Allô? Excellente conversation. En fait, j'ai une question pour David. Et ta séquence statistique, c'est juste une saison ou c'est des données recueillies dans plusieurs années? Pour quelles données? Je n'ai pas compris. C'est les bot clocks que tu avais montré, en fait. Sur toute la saison, c'est sur plusieurs semaines, en fait. Ouais, on peut le reculer peut-être, là. C'est des jours juliens là, qui sont indiqués. Puis ce qu'on voit, chaque point, c'est une régurgitation. C'est un poisson, c'est un maquereau, en fait, qui a été capturé. Puis ça, c'est pour toute la période estivale, la période de reproduction, donc la période où on suit le fou de bassin, qui va s'étaler en fait du début juin à début octobre. Donc, ce qui est à gauche, c'est surtout, je dirais, le mois de fin juin, juillet, mettons. D'une année donnée. De plusieurs années. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme le total. Si on approfondit, peut-être qu'il y a des variations au courant des années aussi, là, mais c'est ça. Ça, c'est toutes les années. Ça t'a pris combien d'années de terrain pour arriver avec ces résultats-là? En fait,
Ben, tu sais, c'est Magella qui a commencé le projet de suivi des oiseaux, des fous de bassin à l'île Bonaventure en 2008. Moi, j'ai commencé en 2011 avec lui et d'autres. Et pour ça, le suivi comme on le fait actuellement, qui est vraiment dirigé comme ça, c'est surtout depuis 2020 là, qu'on le fait. Où c'est vraiment la même méthode qui est appliquée. Puis, l'idée, ça serait aussi d'aller un peu plus loin, là, d'automatiser. J'ai beaucoup de projets en IA là, avec l'intelligence artificielle puis la programmation. C'est d'automatiser des processus de terrain, comme par exemple la prise de photos, classification de photos, analyse. Tout ça, l'idée... C'est un projet dont j'ai pas parlé, là, mais qui est dans les papiers, les cartons. Là, mais en tout cas, j'aimerais ça, automatiser ça pour faciliter aussi le travail de terrain des étudiants l'été parce que ils ont comme plein de choses à faire hein, sur le terrain. Il y en a un qui est là. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça. J'ai une autre question. En fait, à quelle période, à quel moment vous faites l'échantillonnage? Parce qu'à l'été, il y a beaucoup de touristes sur l'île. En fait, tu sais, la beauté de la chose d'aller à l'île Bonaventure, c'est un parc national. C'est super facile d'accès. On a une entente avec eux. On peut aller traverser avec les employés, traverser avec les touristes, mais on travaille parmi les touristes. Fait que on est quand même en retrait un peu. Là. Anciennement, donc c'est vraiment dans les heures d'ouverture de la colonie qu'on travaille. À d'autres moments, on peut le demander. Là, à d'autres moments, c'est déjà arrivé qu'on travaillait avant l'ouverture du parc pour si on voulait en savoir un peu plus sur l'incubation puis le début de la reproduction. Donc, il y a des possibilités d'y aller à d'autres moments. Le projet Sentinelle, il émerge d'un projet que je veux poursuivre dans Sentinelle, mais à l'origine, c'était fou raide, le projet. C'était spécifiquement pour avoir un outil automatisé de suivi de la reproduction. Il n'est pas encore complété. Puis, mais j'avais plus de financement pour ça, mais l'idée, c'est d'avoir un outil automatisé pour faire le suivi de la reproduction à tout moment. Ça fait que, la reproduction puis de la prédation aussi. Puis, notre modèle d'IA, il est quand même bon à 87% de reconnaissance, là, mais ça reconnaît les œufs, les jeunes poussins avec du lait, pas du lait, les matures, puis les prédateurs aussi. Ça fait que l'idée, c'était d'avoir des données justement en dehors des périodes de fermeture, pendant les périodes de fermeture de l'île. Là. Mais ça a été un défi, entre autres, parce que pendant 2 ans, il y a eu les caméras avec des panneaux solaires sur l'île, mais l'hiver, là, ils vendent pas à peu près. Puis 2 années de suite, tous les panneaux solaires, ils ont pris le bord. Même le toit de la bâtisse sur lequel il était, ça a pris le bord. Mais tu sais, chercheurs de cégep, là, on n'a pas des gros financements. Là. Moi, j'avais pas d'argent pour en racheter d'autres. En tout cas, ça a été tout un défi de retrouver de l'argent. J'imagine. Merci. On a-tu d'autres questions en ligne? Oui. Moi, j'ai une question. Dans vos projets actuels ou futurs, est-ce qu'ils impliquent la science participative? Et sinon, quels conseils donneriez-vous à un citoyen qui souhaite connaître et protéger en lien avec vos projets? Ben, moi, je peux commencer. Je suis sûre que tu as des idées aussi là-dessus. Beaucoup de sciences participatives, entre autres notre projet sur les épaulards. Les mammifères marins en général, il y a toutes sortes de plateformes qui existent présentement pour apprendre à les identifier, entre autres une plateforme qui s'appelle navigationbaleine.ca, naviguer dans l'habitat des baleines. Puis là-dessus, il y a un portail où on peut apprendre à identifier les différentes espèces de baleines qu'on observe. Puis, partager ces observations-là, ça sert à toutes sortes de projets scientifiques. Dans le cas précis des épaulards, on a fait beaucoup de sciences participatives. Entre autres, on était à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis avec les plaisanciers. Il y a beaucoup d'une culture de voile en France qu'on n'a pas autant au Québec. Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, souvent, tu as beaucoup de plaisanciers à voile qui se préparent à faire la transatlantique ou qui arrivent de l'Europe puis qui ont fait la traversée de l'Atlantique. Puis, à chaque fois qu'on leur parle d'épaulards, ils nous parlent des épaulards qui coulent des bateaux à Gibraltar. Fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation, mais de sciences participatives aussi parce que tout le mois où on a été à Saint-Pierre-et-Miquelon l'année dernière, on avait des gens avec qui on a parlé qui nous ont dit « On a vu des épaulards à telle place. On a vu des épaulards à telle place. » Puis, ils nous envoient les photos. Puis maintenant, justement, avec l'intelligence artificielle, on est capable de retirer vraiment le meilleur de ces photos-là. Puis, ça donne des données qui sont utilisables là, officiellement en sciences. Là, c'est pas juste
des photos de touristes. On est capable de faire vraiment des miracles avec différentes qualités de photos. Donc oui, c'est de plus en plus utilisé. Puis l'autre façon aussi de faire partager ces actions-là pour protéger les espèces, ben c'est de travailler avec, je pense, la jeunesse, les jeunes dans les écoles. Puis encore une fois, l'espèce de concept de quand on connaît bien quelque chose, c'est plus facile de les aimer. Puis quand on aime quelque chose, ben on veut les protéger. Puis ben tu vois, cette semaine, hier, on sortait une série de balados qui a été rendue possible grâce au programme d'intendance de l'habitat de Pêche et Océan Canada pour les espèces aquatiques en péril. Puis c'est 12 épisodes sur 12 espèces en péril du Québec, 12 espèces aquatiques en péril. Donc, on a les requins, les morses, la morue, toutes ces espèces-là, puis dans un podcast, mais format vraiment jeunesse, qui est destiné à rentrer dans les écoles pour qu'on les connaisse, ces espèces-là. Personne ne connaît c'est quoi la merluche blanche. Ben, on a fait un épisode là-dessus avec des chercheurs qui nous expliquent c'est quoi le problème avec ces espèces-là, puis pourquoi c'est important de les protéger, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, le projet Fourrette dont j'ai parlé, c'est un projet qui a fait... qui s'est terminé en fait cet été. C'est un projet qui faisait intervenir des touristes dans différents musées de la Gaspésie pour développer le lot de données annotées, pour entraîner notre modèle d'intelligence artificielle de reconnaissance. Ça, souvent, la difficulté dans les modèles d'IA, c'est d'avoir assez de temps puis d'avoir assez de personnes qui font de la notation pour développer les algorithmes, entraîner, etc. C'est qu'on a dit, on va faire participer le public étant les touristes. Fait qu'on avait développé, c'était comme à l'intérieur du projet, c'était de développer une plateforme tactile, donc un grand écran tactile que les touristes pouvaient consulter. C'était à Exploramer, à Sainte-Anne-des-Monts, directement au centre de découverte à Percé, donc dans le parc national de l'île Bonaventure du Rocher-Percé. Puis, il y avait aussi au Bioparc à Bonaventure. C'est que les gens y arrivaient devant la plateforme qui a été conçue par un étudiant en technique de génie mécanique avec son prof au cégep. Wow. L'interface a été développée par des étudiants de Matane en intégration multimédia, plus leur prof. Il y a des programmeurs aussi qui ont développé toute la mécanique, comment aller chercher des données, des photos de nos caméras qui sont sur l'île pour après ça les couper pour pas qu'il y ait trop d'animaux à identifier. Puis l'idée, en fait, les personnes y arrivaient, il y avait une image, il y avait les différentes catégories à droite, puis à gauche et à droite. Puis là, il fallait qu'admettons, dans l'image, ils sélectionnent, admettons, une des catégories, puis ils faisaient des cadres, des polygones autour là, de ce qu'il y avait à identifier. Puis on a introduit là, plein de trucs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fausses... tu sais, admettons, un enfant qui arrive qui touche un peu partout. Tu sais, ça fait que ça a été réfléchi quand même pour qu'il y ait de la validation qui se fasse aussi, puis qu'il y ait même du filtrage qui se fasse pour pas introduire des erreurs dans le modèle. Là. Mais c'est ça, juste traiter toutes ces données-là qui ont été acquises pendant 3 ans, ça, j'ai pas l'argent là, actuellement pour le faire. Tu peux faire un deuxième doctorat, David? Ouais, non, mais ça va être dans Sentinelle. Ça va être dans Sentinelle qu'on va le faire. On va juste terminer ça pour le fou de bassin, mais aussi il y a d'autres espèces qui sont ciblées. Là. Il y en a une, entre autres, la mouette tridactyle, qui a un peu de difficulté actuellement. Au niveau de la reproduction, on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait qu'on veut, on la cible là, comme une autre espèce modèle pour utiliser ça, Sentinelle. Mais tu sais, oui, la science participative, je trouve ça super important. Le projet Sentinelle, d'avoir des caméras automatisées, ça, on veut le développer avec le CEDRA à Matane, qui est un autre centre collégial de transfert technologique, puis avec la compagnie Sensi Canada, qui est comme experte dans les suivis environnementaux, surtout en acoustique, mais de plus en plus aussi en vision artificielle. Ça serait de développer cette caméra-là qui pourrait être utilisée à différentes fins. Autant pour la migration, donc plus dans des affaires angle plus large, là, avec une capacité de zoom aussi, puis plus pour de la reproduction. Ça fait que différents modèles de caméras qui pourraient être utilisés à différentes fins pour faire des suivis d'oiseaux, puis comment faire participer des gens. Ben oui, ça pourrait être intéressant d'avoir ces caméras-là sur peut-être des voiliers, des plaisanciers, comme par exemple aussi au niveau des traversiers, au niveau du... le Bella des Gagnés, par exemple, ça pourrait, dans le fond, les différents bateaux, les comaris, il pourrait y avoir différents bateaux qui pourraient être des observateurs d'oiseaux marins. Mais tu parles de tes projets, puis il pourrait, la même interface là, pourrait être combinée aussi, pour observation, baleines ben et oiseaux marins. Il faudrait monter le projet ensemble. Puis, ben on le fait. On fait ça. On fait ça là. OK? C'est fin.
Fin, on écrit. Oui, nous, on va écrire nos projets. Lynne Morissette, David Pelletier, au nom de Québec Océan, merci énormément d'avoir accepté l'invitation pour un enregistrement du podcast Balado. Donc, l'enregistrement sera disponible en 2026 dès le début de l'année. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui avec nous. Ben oui, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci Valérie. Merci Lynne. Vous venez d'écouter cet épisode spécial de Balado enregistré devant public à l'UQAR avec Québec Océan. Merci à David Pelletier pour la discussion et merci à toute l'équipe qui a permis de transformer une conférence annulée par une panne d'électricité en conversation beaucoup plus longue et beaucoup plus agréable. Un merci spécial à Tommy Goupil à la production et au montage et au CARPU, le Centre d'apprentissage, réussite et pédagogie universitaire de l'UQAR, qui a fourni tout le matériel audiovisuel et la technique sur place pour l'enregistrement devant public. Cette série spéciale de Balado est produite grâce à l'appui de Québec Océan, des fonds de recherche du Québec volet Nature et Technologie, Université Laval, Université du Québec à Rimouski, Université McGill, l'Institut national de la recherche scientifique, Amundsen Sciences, ArcticNet et l'Institut nordique du Québec.